Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Nous sommes le 12 juillet, l'avant-veille de notre grande fête nationale du 14 juillet, que je souhaite à tous excellente. Si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, parce que grâce à vous et on vous en remercie, nous avons atteint les 30 000 abonnés sur cette chaîne et maintenant notre cap est pour les 50 000 abonnés. Donc partagez, discutez-en, commentez, je vous en remercie et on vous en remercie tous par avance. Et si vous avez la possibilité de faire un don, un petit don ou un plus grand don, eh bien, juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez le lien qui vous permettra de le faire. On va faire de grandes choses à partir du mois de septembre-octobre, mais on vous en laissera la surprise à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à nous aider. Toute aide, même petite, nous permettra de réaliser nos projets et de nouvelles émissions qu'on vous proposera. Aujourd'hui, 12 juillet, dans le fil d'actualité, eh bien, nous allons parler de nombreux sujets, mais en gros, ça concerne la politique intérieure, la lettre inénarrable du président de la République aux Français, la hausse du chômage et les divers problèmes que notre pays va affronter. Et nous avons un assez gros volet international, mais qui tourne quand même beaucoup autour de la guerre en Ukraine, toujours, qui s'intensifie, et la nouvelle escalade de l'OTAN, avec ce sommet de l'OTAN qui vient de se terminer hier à Washington, et qui cadre avec les 75 ans de cette organisation. Allez, on y va. En confiance. Ayez confiance. Faites ce que je dis, ayez confiance. Et oui, moi, c'est la première chose qui m'a marqué dans cette lettre aux Français que nous a envoyée le président de la République, Emmanuel Macron, avant de décoller pour Washington et festoyer autour du 75e anniversaire de l'OTAN. On y reviendra. C'est sa lettre aux Français qui se termine d'une façon tout à fait étrange, signée clairement en confiance. Eh bien moi, ça m'a fait penser à Kaa, le serpent, dans la version de Walt Disney, parce que dans la version de Rudyard Kipling du Livre de la Jungle, il est sympa, mais dans la version de Walt Disney, il n'est pas très sympa, et puis il hypnotise les gens en leur disant « ayez confiance ». Alors toute la lettre d'Emmanuel Macron, c'est quand même un gros « ayez confiance », et je vais faire ce que je veux, comme d'habitude, en se manquant un petit peu de nous au passage. Alors, lisons. Alors, chers Français, chères Françaises, alors, il remarque que d'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. Grande découverte, hein, depuis les Gilets jaunes, c'est assez évident, et les multiples demandes, les multiples manifestations, les exigences des médecins qui ont fait grève pendant 1 an avant le Covid, les manifestations des enseignants, les manifestations des avocats, les manifestations des notaires, les manifestations de toute la France refusant sa réforme des retraites. Le vote de barrage contre sa politique, il n'a été sauvé que parce que les Français après ont décidé 2 sur 3 en tout cas, de faire un barrage au Rassemblement national. Mais d'abord, c'était bien lui qui était barré et sa politique, et pourtant, il n'a jamais rien changé, et il ne change rien, mais il constate qu'il y a un besoin d'expression démocratique. Félicitations. Alors, il note aussi que personne ne l'a emporté. Il est bien content. À nouveau, la technique des castors, du barrage républicain, a empêché, c'est peut-être bien, on verra ce que nous en dira l'histoire, que le Rassemblement national n'arrive au pouvoir. Et il n'est pas arrivé au pouvoir. Ça a permis de sauver la tête de nombreux députés En Marche et d'anciens ministres que les Français rêvaient de renvoyer à leurs études. Mais non, ils sont là, et plutôt bien là, puisque Renaissance est le 2e parti de l'Assemblée nationale, qui n'a pas de franche victoire. Le Rassemblement national étant le premier parti, le 3e étant la France insoumise, dans une coalition du nouveau Front populaire, qui formellement, néanmoins, comme coalition, a gagné cette élection. Alors c'est sûr qu'entre Hollande et le candidat de la jeune garde d'Avignon, pas tout à fait la même vision de la gauche, et ils n'ont pas exactement le même programme, entre un élu communiste qui rêve de nucléariser le pays et Marine Tondelier non plus, mais néanmoins, ils ont réussi à se mettre d'accord, quand même, sur un
programme minimum, et ils ont formellement gagné cette élection. Mais pour le président, personne ne l'a emporté. Et il nous fait après une sorte de bloubi-boulga, où il explique que seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. Elle commence où, elle s'arrête où, c'est pas clair, c'est pas dit. On peut supposer qu'elle n'inclut pas la France insoumise, par exemple. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Mais il note quand même qu'il y a une demande claire de changement et de partage du pouvoir. Alors, pour être en conformité avec cette remarque, eh bien, il ne partage pas son pouvoir du tout et continue comme avant. Parce qu'il demande, il écrit, et c'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques, se reconnaissant dans les institutions républicaines, bon, je crois que c'est tout le monde, y compris le RN, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française. Je ne savais pas que Emmanuel Macron défendait l'indépendance française avec sa souveraineté européenne, mais bon. D'engager un dialogue sincère et loyal. Bon, blablabla. Il noie le poisson. Il dit, cette union, elle rassemblera des femmes et des hommes qui, dans la tradition de la Ve République, placent leur pays au-dessus de leur parti, la nation au-dessus de leur ambition. Bon, mais cette remarque, déjà, il aurait pu se la faire à lui-même, parce que visiblement, les 7 dernières années montrent que, très clairement, Emmanuel Macron a choisi de placer sa personne, son ambition, devant les intérêts de la nation, l'Union européenne devant les intérêts de la nation, et puis surtout ses amis milliardaires devant les intérêts du peuple et de la nation. Et il termine dans un incompréhensible. Ce que les Français ont choisi par les urnes, le Front républicain, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Et peu importe les différences de vision à l'international, ou les différences sur la répartition de la richesse, ou même d'orientation de l'économie. Et donc il écrit, c'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Alors, si effectivement il n'y a pas d'obligation constitutionnelle à nommer un Premier ministre issu de la coalition la plus forte à l'issue des élections, ça s'est quand même toujours fait comme ça. Et donc, Emmanuel Macron s'assoit donc sur une tradition et décide de ne pas nommer, ou en tout cas de ne pas demander au nouveau Front populaire, à lui de se débrouiller, de nommer un Premier ministre. Et donc ça lui permet de dire que le gouvernement actuel continuera à exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes, comme le veut la tradition républicaine. Alors oui et non, puisque Gabriel Attal a donné sa démission, qui a été refusée par le président. Or, il aurait pu l'accepter. Parce que même si le président de la République avait accepté la démission de Gabriel Attal, eh bien Gabriel Attal et tout le gouvernement seraient quand même restés en fonction jusqu'à la mise en place du gouvernement suivant. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils auraient expédié les affaires courantes. Et tous les ministres, à commencer par lui-même, auraient pu siéger en tant que député. On sait que Gabriel Attal lui-même avait une petite ambition, c'était de devenir le chef de file des députés Renaissance à l'Assemblée nationale. Ça ne lui sera pas possible puisque, en prenant cette décision, Emmanuel Macron le maintient en tant que Premier ministre et tout le gouvernement de plein droit. En gros, ayant été sauvé par le Front républicain contre le Rassemblement national, ce qui lui a permis d'avoir une assemblée sans majorité aucune, très très divisée, eh bien en fait, il peut jouer entre les lignes des textes constitutionnels et laisser traîner. Il a dit lui-même, je me garde du temps. Combien de temps ? Personne ne le sait. Et en fait, pour renverser ce gouvernement, il faudrait une motion de censure. Il faudrait que les députés, quand ils pourront se réunir à l'Assemblée nationale, quand ils auront déterminé les présidents de chaque groupe, quand ils auront déterminé qui est le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, eh bien, à ce moment-là, éventuellement, ils pourraient voter une motion de censure contre le gouvernement, mais une motion de censure qui a assez peu de chances de passer s'il n'y a pas une coalition, au moins pour la motion de censure, aussi bizarre que la coalition qui a permis de renverser, d'éviter que le Rassemblement national ne prenne le pouvoir, c'est-à-dire des macronistes et des gens de la France insoumise. Et bien là, il faudrait une motion de censure rassemblant des gens de gauche de la France insoumise et du Rassemblement national contre l'actuel gouvernement. La situation est assez compliquée, tout cela va prendre du temps, et Emmanuel Macron en profite.
Et d'ailleurs, c'est la fin de sa lettre qui est la plus étonnante, et on peut se demander qu'est-ce qu'il a en tête. Puisqu'il dit, voilà, il espère que les responsables politiques vont faire preuve de sens de la concorde et de l'apaisement dans votre intérêt et dans celui du pays. Dans votre intérêt. Il ne dit pas dans notre intérêt, il dit dans votre intérêt, à vous les Français. Et un peu plus loin, il écrit « Dimanche dernier, vous avez appelé à l'invention d'une nouvelle culture politique française. » Ah bon? Je ne savais pas, mais visiblement, c'est ce que pense le président de la République. Pour vous, j'y veillerai. Est-ce que, par hasard, ne trotterait pas dans sa tête l'idée de faire une réforme constitutionnelle? De profiter de la situation, de laisser pourrir, pour lancer une réforme constitutionnelle et entrer dans l'histoire comme celui qui aura enterré la Ve République et lancé la VIe République, appelée de leur vœu par beaucoup. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, tout est en place et c'est là qu'il termine par « en confiance », ce qui, de sa part, est plus que cocasse. Mais il acte donc le blocage politique du pays, il s'en satisfait, prend l'avion pour aller à Washington, discuter avec les autres chefs d'État membres de l'OTAN, et laisse le pays dans la panade juste avant les Jeux Olympiques, sans savoir si, en fait, on aura un quelconque gouvernement, de gauche ou de droite, avant longtemps, en remplacement de celui qu'il a décidé de conserver. Bref, Emmanuel Macron, contrairement à tout ce que tout le monde croyait après le soir de l'élection européenne, où il a dissous au bout de 15 minutes l'Assemblée nationale, garde la main, et garde la main fermement sur le pouvoir, n'en laissant que des bribes à ceux qui devraient l'avoir, ceux qui ont gagné cette élection législative. À suivre donc. La situation du travail n'est pas tellement bonne pour nombre de nos concitoyens en France. Et oui, malheureusement, selon l'INSEE, le nombre de chômeurs augmente en France. En tout cas, la statistique officielle. Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, on y viendra. Le taux de chômage au sens donc du BIT passe de 7,1% à sûrement 7,6% à la fin de l'année 2024, selon une note de conjoncture de l'INSEE. En fait, d'abord, il y a une baisse de rythme de création d'emplois. Il y avait une embellie à la sortie du Covid, ce qui a quasiment 900 000 créations d'emplois. Or, ce qui est prévu pour l'ensemble de l'année 2024 sera moins de 185 000 postes. Par ailleurs, en raison de la réforme des retraites, donc le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, provoque mécaniquement un nombre supplémentaire de gens qui sont sur le marché du travail, mais qui ne sont plus à la retraite, soit quelques 150 000 personnes supplémentaires par an jusqu'en 2030. Et puis il y a le sujet qu'on a abordé lors du précédent fil d'actualité, c'est qu'en réalité, à bas bruit, car ce n'est pas abordé dans les médias, très très faiblement dans les médias de masse, pendant ces deux élections, qu'elles soient européennes ou législatives, c'est le nombre de fermetures ahurissant d'entreprises, en particulier dans les PME et TPE de plus de 50 salariés. On en avait fait un sujet la dernière fois, donc l'industrie perd des emplois. Ce sont 102 000 emplois, là, qui sont menacés à très court terme dans l'industrie. Et en fait, on a bien vu que le phénomène de réindustrialisation dont se vante le gouvernement, est largement faux. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est une accélération des délocalisations, alors dû à tout un tas de choses. Le fait qu'on n'a plus une industrie cohérente en France, car il y a eu trop de délocalisation. Le fait que beaucoup de ces industries sont des sous-traitants, et qui fait que nombre de donneurs d'ordre comme Renault ou Stellantis coupent leurs relations avec leurs fournisseurs et les forcent à délocaliser ou ont déjà signé des accords avec des entreprises qui sont soit à l'est de l'Union européenne, soit ailleurs en Afrique
ou en Asie. C'est l'augmentation des taux, c'est les dettes à rembourser, en particulier tout le quoi qu'il en coûte, qui est à rembourser. Bref, la situation est très mauvaise dans ce qui concerne les bons emplois, les emplois industriels bien rémunérés. Sur l'année 2024, on aura le dépassement symbolique de 60 000 entreprises qui auront fermé, qui auront fait faillite. Donc c'est une situation très très mauvaise. Par ailleurs, les emplois créés, y compris ceux dont se targue le gouvernement depuis 2 ou 3 ans, eh bien, sont principalement des emplois précaires. Et pas de bons emplois, donc pas des emplois qui vont tirer l'économie ou qui vont permettre à ceux qui travaillent d'en vivre dignement. Et puis il faut rappeler que on parle bien là du taux de chômage selon le Bureau international du travail, le BIT, qui a une manière de calculer qui est un petit peu particulière. Il faut que ceux qui soient comptabilisés n'aient pas travaillé ne serait-ce qu'une seule heure. Vous travaillez 1 heure, vous sortez des chiffres du chômage. Il faut être disponible pour travailler dans les 2 semaines qui viennent. Et font des démarches actives pour trouver un emploi. Or, le calcul du chômage, des chiffres du chômage, est quelque chose qui a toujours été en évolution, en particulier depuis 1987, à l'époque où Martine Aubry était ministre du Travail sous Lionel Jospin, qui a créé les catégories A, B, C, D. Et à partir de cette réforme, et toutes les autres qui ont suivi, de gauche, de droite, l'idée était en fait de changer le calcul pour que le chiffre du chômage ne soit pas trop mauvais, et peu importe pour le chômage réel. Donc là, on a une différence entre le chiffre du chômage et ceux qui sont dans une situation de chômage ou une situation précaire. C'est pour ça que l'INSEE a inventé une catégorie qui est intéressante, qui s'appelle le halo du chômage. Or, aujourd'hui, nous comptons en chômeurs BIT quelques 5,4 millions de Français. Mais le halo du chômage, c'est-à-dire des gens qui sont en fait des chômeurs, mais qui pour une raison ou une autre ne tombent pas dans le calcul type BIT, soit parce qu'ils ne sont pas enregistrés, soit parce qu'ils ne s'enregistrent plus, parce qu'ils n'ont plus droit à des prestations chômage, soit parce qu'ils travaillent un petit peu quelques heures ici et là, mais voilà, ça ne suffit pas à créer un emploi réel. Eh bien là, on doit rajouter à ces 5,4 millions entre 2,2 et 2,3 millions de Français. C'est quand même assez considérable et emmène le chômage réel au-delà des 10%. Donc voilà la situation assez dramatique dans laquelle nous sommes en France, sur le front du chômage, et qui, avec la crise de la dette qui arrive, avec les problèmes liés aux sanctions avec la Russie, avec les coûts de l'énergie et donc les fermetures d'entreprises qui en découlent, ou en tout cas les délocalisations, eh bien, ce front-là n'est pas prêt de s'améliorer dans une France qui est en crise. Les inégalités en Europe sont assez marquantes, en particulier en termes de revenus. Alors malheureusement pour la France, on a parlé ici, le nombre de pauvres augmente et la France est le pays où la pauvreté a le plus augmenté en Europe sur les 5 dernières années. Félicitations à Emmanuel Macron et M. Bruno Le Maire pour ce résultat extraordinaire. Mais quand on voit ailleurs ce qui se passe, par exemple en Suisse, alors la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais les Suisses gagnent 3 fois plus que les Français en moyenne, avec un coût de la vie qui est 63% plus élevé. Donc ils gagnent nettement mieux leur vie en travaillant, pour des économies qui sont à peu près comparables à la France. Quand on regarde les Pays-Bas, pour un coût de la vie identique à celui de la France, eh bien, les Hollandais gagnent 16 000 € en moyenne en plus par an, par travailleur. 16 000 €. 16 000 €, bah, c'est un SMIC annuel. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays ? Comment se fait-il que la richesse est aussi mal partagée ? Alors certains brocardent certaines propositions du nouveau Front populaire, comme l'augmentation du SMIC. En fait, l'augmentation du SMIC telle qu'elle est proposée
nous permettrait même pas de rattraper le taux horaire en Grande-Bretagne, où je rappelle que tout va mal puisqu'il y a eu le Brexit. Bon, en tout cas, eux, ils ont un taux horaire du travail qui est un salaire horaire de travail qui est bien meilleur que celui de la France. C'est la continuation donc du choix qui a été fait il y a des décennies de mal payer les Français et de tout baser sur la dette. C'est ce que Jérôme Fourquet a récemment décrit comme le modèle stato-consumériste. Donc un pays qui finalement produit peu, déficit de la balance commerciale, qui rémunère assez mal et qui emprunte tant au niveau de l'État qu'au niveau des particuliers, eh bien pour continuer à pouvoir tenir un certain standing. Le minimum du minimum, ce serait au moins de rejoindre nos partenaires européens. On peut considérer que la France n'est pas si différente en termes de puissance économique que la Suisse, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, et améliorer les salaires des Français, en particulier ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Pour le moment, ce n'est pas ce qui a été choisi. Une autre mauvaise nouvelle sur le front de l'économie nous vient à nouveau de l'inénarrable Bruno Le Maire, qui, n'étant plus complètement ministre, puisque on attend la nomination d'un autre gouvernement, a annoncé qu'il faudrait faire une coupe budgétaire supplémentaire de 5 milliards dans le budget de cet automne. Ça s'ajoute aux 20 milliards déjà annoncés de coupe sur les dépenses de l'État par lui-même et son ministre du budget, M. Cazenave, en raison des trop grands déficits. Alors, les déficits, il en est un petit peu responsable. Pourtant, il n'arrête pas de se vanter d'avoir sauvé l'économie. C'est tout à fait paradoxal, puisque c'est quand même lui qui est ministre depuis 7 ans de l'économie en France. Or, la dette sous son ministère, la dette publique de la France s'est envolée, l'économie française s'effondre, le paiement des intérêts de la dette atteint des niveaux records, et on ne sait pas encore, car on n'a pas de nouveau gouvernement, on ne sait pas encore quel a été quel est le volume du cavalier budgétaire qu'il a mis en place, c'est-à-dire des déficits qu'il a préféré cacher pour l'année précédente pour faire passer le budget et qu'il a reporté au budget de 2025, qui va être discuté à cet automne 2024. Et là, on risque d'avoir des surprises. Donc, on a déjà une demande de baisse de 25 milliards de la dépense publique au moment où notre économie est quasiment, si ce n'est déjà en récession. Officiellement, elle ne l'est pas, mais dans la réalité, elle l'est. À un moment où il faudrait faire de la relance de l'économie par l'État, eh bien, c'est toujours la même folie austéritaire qui est choisie comme elle est choisie depuis plus de 40 ans, réduction des dépenses publiques, et donc encore une réduction de 5 milliards qui évidemment, en tout cas si ce sont les logiques qui sont suivies comme elles ont été suivies jusqu'à maintenant par ce gouvernement et spécifiquement mises en place par Bruno Le Maire, s'abattront sur les plus pauvres, les plus précaires et les classes moyennes qui payent ces déficits et cet effondrement de l'économie française. Donc peut-être une guerre sociale à la rentrée avec la crise de la dette qui s'annonce et qui s'annonce très très grave. Allez, une fois n'est pas coutume, un succès européen, et c'est exactement ce type de coopération européenne que nous on aime bien, pas celle des bureaucrates, pas celle des banquiers, pas celle de l'asservissement des peuples, mais celle de la technologie, celle de l'avancée, celle du futur. Et je parle bien évidemment du lancement réussi d'Ariane 6. Et on ne peut pas dire que l'Europe n'était pas dans une mauvaise passe depuis quelque temps. Depuis l'arrêt d'Ariane 5, les délais de lancement supplémentaires pour Ariane 6, le fait qu'en raison des sanctions et du conflit en Ukraine, eh bien, l'Europe ne pouvait plus utiliser les lanceurs Soyouz, et les petits échecs, ou plutôt les déboires, du lanceur italien Vega C. L'avantage technologique que propose Ariane 6, c'est d'avoir une fusée réallumable. Cela lui permet, dans un même envol, de prendre plusieurs satellites qui peuvent être lâchés à différentes altitudes, donc différentes orbites. Très intéressant, rentable et entraînant beaucoup moins de coûts, puisque son principal adversaire,
en dehors évidemment des lanceurs Soyouz très très stables, mais qui sont un peu de facture ancienne. Je parle, dans les Soyouz, ce sont les lanceurs russes. Eh bien, ce sont les lanceurs de SpaceX, en particulier le Falcon 9, qui est réutilisable. C'est une fusée qui lance des satellites et qui revient sur Terre. Le record pour le moment des Falcon 9, c'est 20 réutilisations. Alors, voilà, qui commençait à remporter très largement le marché en Occident, puisque le marché Soyouz russe était fermé. Donc là, on a un arrêt de l'hémorragie des contrats qui étaient signés avec Ariane. Et d'ailleurs, le carnet de commande d'Ariane 6 est très très bien rempli. Malgré ce premier lancement, c'est-à-dire que le carnet de commande a été rempli avant le succès du lancement. 29 lancements sont donc déjà prévus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ensemble de l'organisation industrielle qui a été repensée de manière intelligente. Alors si beaucoup de choses sont testées et fabriquées dans l'Union européenne, l'assemblage final se fait à Kourou, en Guyane française, et en moins de 21 jours, ce qui est très très efficace dans ce domaine-là. Donc on a encore des capacités intéressantes de technologie de pointe dans l'Union européenne, en particulier quand la Commission européenne ne s'en mêle pas. Donc je le disais, malgré que nous soyons bien évidemment en défense de la souveraineté de la France, et pas du tout pour la souveraineté européenne, c'est ce genre de projet commun qui est une excellente chose pour les pays de l'Europe, et que l'on espère voir se développer à l'avenir. En tout cas, félicitations pour ce lancement d'Ariane 6, dont la France a une immense responsabilité et qu'on doit beaucoup au succès du spatial européen grâce à la France. Donc un petit cocorico spatial. Voilà, l'Europe revient dans le carré de tête des nations spatiales et avec elle la France. C'est une chose qu'on peut saluer dans un moment plutôt de marasme. Là où l'Union européenne est par contre beaucoup moins intelligente, et singulièrement la Commission européenne, c'est dans le bras de fer commercial qu'elle a décidé d'engager avec la Chine, et bien évidemment, eh bien, ça entraîne déjà des mesures de rétorsion. Alors, vous le savez, les tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine se sont intensifiées ces derniers mois. Là encore, pas seulement, mais là encore, c'est lié à la situation en Ukraine. Quand je dis pas seulement, c'est parce que la guerre en Ukraine n'a été qu'un catalyseur, un accélérateur du rapprochement Chine-Russie et de renforcement des BRICS, cette coalition qui a commencé avec le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, d'où le nom BRICS, et qui, eh bien, concurrence très largement le G7. Et là, on peut se demander, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas dans la tête des dirigeants occidentaux? Pourquoi? Eh bien, que ce soit légitime ou pas, la décision a été prise de se couper complètement de la Russie. Or, la Russie, c'est un immense acteur mondial en termes de ressources, qu'elles soient dans les hydrocarbures, dans le nucléaire, dans certaines technologies. C'est la Russie qui, par exemple, recycle les déchets nucléaires de Framatome. Personne d'autre dans le monde. Donc, bon, on verra comment on fera. Mais dans un certain nombre de terres rares, l'or, les diamants, toute une série de minerais divers et variés, c'est la Russie qui est un des premiers producteurs mondiaux. Et nous avons mis en place des sanctions qui affaiblissent considérablement l'économie européenne. La Chine, elle, eh bien, c'est l'usine du monde. 38% de tous les produits manufacturés du monde sont faits en Chine. Il se fait que la coalition des BRICS, les pays qu'on a cités, auxquels, lors du sommet des BRICS de Kazan, qui se tiendra du 22 au 24 octobre, les rejoindront officiellement l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Éthiopie, et qu'ils recevront au moins une vingtaine de nouvelles demandes d'adhésion, eh bien, en l'état actuel, les BRICS
l'économie des BRICS, en termes de PIB, est supérieure à celle du G7. Et le fait est que les BRICS concentrent déjà, et concentreront avec cette extension, 75% des productions de ressources et quasiment 80% des productions de biens manufacturés. Donc on peut se demander quelle est l'intelligence, à moins d'avoir un esprit néocolonial complètement tordu et de ne pas se rendre compte des changements du monde et de croire que de Londres, Berlin, Paris ou Washington, on peut dicter au reste du monde, en particulier les anciens colonisés, ou les anciens à qui on a fait la guerre, qu'on peut leur dicter ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. En se coupant déjà des ressources russes, on est en train de se mettre en situation de danger avec une Chine où on a énormément délocalisé selon les idées totalement stupides du néolibéralisme à l'européenne, du libre-échange, et de ne pas avoir ou d'avoir moins d'ouvriers et d'usines sur nos territoires. Alors que reproche l'Union européenne à la Chine ? Eh bien, l'Union européenne reproche à la Chine de pratiques commerciales déloyales. Ça, c'est vraiment du bureaucrate européen pur sucre. Hein. Donc, il reproche des subventions des entreprises, des restrictions d'accès aux entreprises étrangères, et dans le but d'avantager les entreprises chinoises. Et oui, découverte, ça y est, la lumière a enfin touché les esprits obtus de Bruxelles. Et oui, il y a des pays qui préservent d'abord les intérêts de leurs industries. Ils espèrent qu'elles vont se développer. Ils espèrent que les technologies vont s'améliorer. Et ils font du protectionnisme. Alors, il n'y a pas besoin d'aller en Chine. Les Américains en font strictement de même. Mais l'Union européenne, il faut toujours le rappeler, est cette part de l'économie mondiale qui est la plus ouverte aux quatre vents de la mondialisation. Et donc, bien évidemment que certains en profitent. C'est quand même étonnant d'avoir voulu le libre-échange, d'avoir voulu la mondialisation, d'avoir voulu délocaliser en Chine pour gagner plus d'argent, car ceux qui sont multimilliardaires en Occident en ont bien profité de cela. Et tout d'un coup d'être surpris que les Chinois, ça y est, ils sont développés, ils sont suffisamment puissants, et ils peuvent eux-mêmes décider d'avantager d'abord leurs entreprises avant de respecter les règles de l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne a lancé une série de mesures dans les domaines ferroviaires, paramédical, éolien et surtout les voitures électriques. Alors par rapport à ce que je viens de dire juste là, on s'est rendu compte au moment de la Covid que la Chine et l'Inde, rien que ces deux pays, produisent 80% des médicaments ou des composants de médicaments que nous consommons en Europe. 80%. Nous sommes pieds et poings liés. Au moment de la crise Covid, je me souviens quand encore la souveraineté était critiquée, que nous disions très clairement « Mais qu'est-ce qu'il se passera un jour s'il y a une tension géopolitique avec la Russie et que Xi Jinping prend son téléphone, appelle Emmanuel Macron et lui dit « Écoute, est-ce que tu veux vraiment recevoir des antibiotiques et de la cortisone ? Ou toute une série de médicaments, puisqu'on en est à plus de 3000 médicaments qui sont pénuries régulièrement dans notre pays. En augmentation d'année en année. Rien n'a changé avec la crise Covid. Donc, malgré cette situation totalement à notre désavantage, eh bien, on menace la Chine sur le médical. Ça sent encore l'idée bureaucratique extrêmement intelligente. Et puis, il y a les voitures électriques. Alors ça, c'est du génie pur européen. Regardons. L'UE, elle propose 38% de droits de douane supplémentaires sur les importations de voitures électriques chinoises. C'est une décision qui pourrait devenir définitive en novembre prochain. Là encore, Bruxelles accuse Pékin d'avoir favorisé ses producteurs. Mais oui, évidemment, il suffit d'aller en Chine, puisque la Chine, ce n'est plus un pays où des semi-esclaves tirent des poussettes. Ça, c'est maintenant à Paris. On a importé cette technologie de Chine. Donc des gens qui sont sur des vélos et qui tirent des touristes. Non, là, en Chine, la quasi-totalité du parc, 80% du parc de taxis d'un pays d'1,4 milliard d'habitants est électrique.
Et il y a des systèmes partout de changement de batterie, de sorte de garage moderne, garage Star Wars, où la voiture passe sur un plateau, elle est soulevée, une machine enlève la batterie, en remet une autre, et tout ça prend 5 minutes. On n'est pas du tout au même niveau. Eux se sont développés, eux ont investi dans la voiture électrique, mais on va taxer les voitures électriques chinoises. Soit. Alors la Chine riposte et va attaquer au niveau de l'OMC, en tout cas va prendre plusieurs options en disant que c'est l'Union européenne qui contrevient aux règles de libre-échange puisqu'elle met des taxes à ses frontières et donc menace de mener des sanctions sur les importations européennes, en particulier de cognac, de viande de porc, ce qui va directement à l'encontre des intérêts des producteurs français, également des produits laitiers européens, à nouveau producteurs français, mais également des grosses cylindrées allemandes. Évidemment, ce qui pénalisera l'industrie des voitures de luxe d'Allemagne, qui est déjà en grande difficulté, qui a commencé à délocaliser aux États-Unis en raison de la hausse des coûts de l'énergie liés aux sanctions. Or, le problème, c'est que on a un retard européen sur les voitures électriques qui est colossal. Il n'est pas définitif, il n'y aura jamais rien de définitif, mais on est réellement en retard. Le petit exemple que j'ai donné sur les taxis n'est que le sommet d'un iceberg gigantesque. Quand on voit les usines chinoises, comment elles fonctionnent, en particulier sur la fabrication des voitures électriques, on a un souci. Mais surtout, il est difficile de comprendre comment on pense à Bruxelles, si ce n'est qu'on croit en la magie des mots. Et qu'il suffit, comme Macron, de dire des choses pour qu'elles se produisent. Et puis surtout, c'est extrêmement contradictoire. C'est-à-dire qu'on a une forte poussée pour développer les énergies dites renouvelables, parce qu'elles ne sont pas réellement renouvelables, d'où mon lapsus, en particulier les éoliennes, de lutter contre le nucléaire, qu'on est pour le libre-échange, mais refus de la victoire de la Chine dans le libre-échange. Alors, le libre-échange, vous laissez cours au libre-échange, et puis que gagne le meilleur. Or, le problème, c'est que les Chinois sont en tête dans tous ces domaines, et très largement. On fait en même temps une pression sur la Chine, et donc peut-être qu'on aura des problèmes d'approvisionnement en véhicules chinois, mais en même temps, on veut le tout électrique pour 2040, sachant qu'on ne pourra pas le faire juste avec ce qu'on produit comme voiture électrique dans l'Union européenne. Et puis, le problème, c'est que la Chine a des avantages technologiques considérables sur la fabrication des batteries, qui fait que la Chine refuse tout transfert et que de toute façon, les batteries doivent être de toute façon chinoises, même si c'est des voitures électriques européennes. Il nous faudra beaucoup de temps. Et en plus de cela, ils ont un accès à toute une série de terres rares auxquelles on n'a pas réellement accès. Et en plus, en Europe, on refuse d'ouvrir des mines de terres rares, car effectivement, ça n'est pas très propre. Contrairement à ce que croisent certains écolos qui vivent hors sol, et qui ne sont pas réellement écologistes, les voitures électriques ne sont pas si peu polluantes que cela. Et quand on parle de technologie, on ne se rend pas bien compte ici le différentiel d'avance technologique qu'a la Chine. Prenons le cobalt. Ici, on se demande comment ne plus avoir de cobalt dans les batteries de voitures électriques. Eh bien déjà, depuis 2 ans en Chine, ce n'est plus le problème. Ils ont trouvé des moyens pour ne plus utiliser le cobalt. C'est-à-dire que même si on réussit cet affrontement avec la Chine, on va se retrouver dans une situation dégradée où nos propres voitures électriques et nos propres batteries seront très retardataires en termes technologiques par rapport à ce que propose la Chine. Alors, c'est pas grave si on veut développer que le marché intérieur, mais ça demande de changer quelques règles de libre-échange et quelques traités européens. Passons. Pour le moment, on voit pas trop, c'est pas trop le chemin qui est pris, mais pour l'exportation, c'est mort. La Chine va totalement contrôler le marché mondial des voitures électriques, surtout si on se met dans une guerre commerciale avec eux et qu'elle ne les exporte pas en Europe, eh bien, elle trouvera bien des moyens de les exporter ailleurs. Donc la situation est tout à fait étonnante. Encore une fois, on verra ce qu'il en sortira, mais après un affrontement avec la Russie, économique, on s'engage sur le chemin d'un affrontement économique avec la Chine et on continue de réaliser le cauchemar des réalistes américains, de Henry Kissinger en particulier, qui disait que le B.A.B.A.
de la diplomatie, de la géopolitique pour l'Occident, c'est que surtout la Russie et la Chine ne finissent pas ensemble. Et bien là, ça semble bien raté. Une nouvelle intéressante nous est arrivée de Téhéran, d'Iran. C'est lors de l'élection présidentielle, au second tour de cette élection présidentielle en Iran, a été élu le candidat réformateur Massoud Pezeshkian. Il faisait face à 4 autres candidats, tous conservateurs, et en particulier l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Il est arrivé devant, ce qui fait que l'Iran a un président réformateur. Alors c'est intéressant parce que tout ça s'est fait dans un contexte de mécontentement populaire, en particulier en raison de l'état de l'économie iranienne, qui subit, elle, durement les sanctions occidentales, qui durent depuis très très longtemps, et comme l'Iran évidemment n'est pas la Russie, ça a beaucoup plus d'effets. À cela s'ajoutent les questions sociétales qui sont en évolution assez rapide en fait en Iran, puisque on a évidemment cette vision d'un Iran dirigé par des mollahs, mais la société elle-même, en particulier dans les villes et dans les populations, les classes moyennes supérieures, les classes moyennes intellectualisées des centres-villes, évolue dans un sens de libération de la femme, ce qui est une belle chose, malgré bien évidemment des conflits très très lourds, comme on l'a vu avec cette révolution du voile qui s'est passée après le décès de Masha Amini, cette jeune femme qui avait refusé de le porter, le voile, et qui en était décédée après des maltraitances par les gardiens de la révolution qui voulaient la forcer à porter le voile. Donc on a un nouveau président iranien qui est ouvert à sortir de l'isolement entre guillemets de son pays. L'isolement, bien évidemment, par rapport à l'Occident. On a oublié de rappeler que, justement, l'Iran va rentrer dans les BRICS, est très, très ouverte, tant militairement que commercialement, à la Russie, à la Chine, à l'Inde, et que, visiblement, c'est la voie qui a été choisie pour s'extraire des sanctions internationales. Mais, bon, on a quelqu'un qui pourrait faire le pont, peut-être, car on va avoir besoin de gens, qu'ils soient en France, en Iran, en Russie, en Chine, aux États-Unis, pour sortir de ce chaos géopolitique dans lequel on est et fasse des ponts pour éviter les conflits, en tout cas les atténuer. Et je pense que Massoud Pezeshkian pourra être une de ces personnalités, en tout cas en Iran, même si son élection devrait avoir quand même peu de répercussions et de conséquences dans la politique intérieure iranienne, puisque le président iranien a des pouvoirs politiques finalement relativement restreint. Il est la tête du gouvernement, mais il est en charge de l'application des décisions, des grandes lignes politiques fixées par le guide suprême, en l'occurrence l'ayatollah Ali Khamenei, qui est lui le chef de l'État, et pas totalement tout-puissant, mais largement tout-puissant. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est quand même l'évolution, et puis que, certes, l'Iran n'est pas exactement une démocratie, mais qu'il y a une forme d'avancée, en tout cas que là, c'est tenu une élection qui a permis, même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir, quand même, d'élire quelqu'un de différent de ceux qui sont à la tête de l'État iranien. Donc, salutations à M. Massoud Pezeshkian, et dans l'espoir qu'il fera partie de ceux qui réussiront à atténuer les conflits avec l'Occident. Viktor Orban a provoqué l'affolement chez les autres dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN. Pourquoi ? Eh bien, Viktor Orban est président tournant de l'Union européenne, aux grandes dames des autres dirigeants de l'Union européenne, et après est allé rencontrer Volodymyr Zelensky à Kiev, sans prévenir les autres, il est allé à Moscou rencontrer Vladimir Poutine, ce qui a provoqué un tollé, un esclandre, bien sûr à Kiev et à Washington, mais également à Bruxelles. Viktor Orban a dit qu'il s'agissait de ce qu'il considérait comme étant sa mission de paix, entre guillemets, et il a déclaré sur Twitter
On ne peut pas faire la paix dans un fauteuil confortable à Bruxelles, même si la présidence tournante de l'UE n'a pas de mandat pour négocier au nom de l'UE. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre que la guerre se termine miraculeusement. Nous servirons d'outils importants pour faire les premiers pas vers la paix. Voilà l'argumentation de Viktor Orban pour expliquer son voyage en Russie. Et il a appelé à un cessez-le-feu afin de permettre les créations d'une négociation pour la paix en Ukraine. Et il a dit que de toute façon, la Russie et la Hongrie poursuivraient le dialogue en ce sens. Viktor Orban s'est particulièrement agacé et un petit peu emporté contre ceux qui considèrent refuser la voie diplomatique pour trouver une solution à la crise ukrainienne, sous-entendant plus ou moins clairement que c'est par la volonté belliciste de certains dirigeants européens et américains que la guerre en Ukraine continue. Nouvelle esclandre, bien évidemment. Selon Viktor Orban, certains utilisent l'Ukraine comme un bélier, comme une victime, afin d'avancer leur pion, à savoir pour les États-Unis l'extension de leur domination géopolitique sur l'Europe, et pour les européistes, construire une fédération européenne sur le dos de l'Union, sur le dos de l'Ukraine et de la peur d'une invasion de la Russie. Et puis, Viktor Orban a dit quelque chose qui est tout à fait insupportable à beaucoup, c'est que il a dit « aucune victoire sur le terrain n'est possible militairement pour l'Ukraine ». Donc, soit, au mieux, ce sera un statu quo, soit, au pire, ce sera une continuation de la défaite. Évidemment, d'abord en termes de morts ukrainiens, mais aussi en termes de perte de territoire. En fait, Viktor Orban ne dit pas grand-chose d'autre que ce qu'avait dit le pape François en février et qui avait beaucoup choqué, quand il avait dit « quand on a subi une défaite, on doit le reconnaître et arrêter les frais ». Ça avait déjà fait un tollé. Bien évidemment, la Russie de Poutine en profite, puisque la Russie de Poutine a la main haute sur la situation. Toutes les sanctions, les 16 000, 17 000 sanctions lancées contre la Russie n'ont pas entamé son économie, ou plutôt si, ont provoqué des dégâts dans l'économie, mais comme elle se renforce par d'autres aspects, en tout cas, elle n'est pas à genoux, comme le disait M. Bruno Le Maire. Au contraire, ça va plutôt bien, elle est en croissance. Un des problèmes de l'économie russe par rapport à la nôtre, c'est un problème de riches, parce que c'est une économie où on est quasiment en plein emploi, et donc il manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas exactement la situation du chômage en France. Au niveau géopolitique, tout va très bien, puisque les alliés s'enchaînent, et les demandes d'adhésion aux BRICS s'améliorent. Il y a eu récemment la visite, décriée également par l'Occident, de Narendra Modi, le Premier ministre égyptien, qui a été réélu encore une fois, même si c'est avec une majorité moins confortable que la dernière fois, mais quand même réélu, et donc Premier ministre de l'Inde. Et son premier voyage officiel d'État, de chef d'État, a été pour la Russie, ce qui montre quand même une très forte orientation, et le fait que la Russie donc n'est pas du tout enclavée. Énormément d'accords économiques sur les hydrocarbures, l'armement, les céréales ont été signés entre l'Inde et la Russie. Tout ça, en plus, hors du dollar, donc négocié dans les monnaies nationales. On en a été choqué également à Bruxelles et à Washington, décidément qui ne font pas beaucoup d'autre chose qu'être choqués, parce que ça ne va pas dans leur sens. Mais l'Inde n'en a que faire. L'Inde est une nation... alors je pense spécifiquement aux remarques qui ont été faites par le porte-parole du Pentagone, qui a déclaré que c'était vraiment pas bien ce qu'avait fait l'Inde et que des mesures, il réfléchirait à des mesures. Bon, l'Inde n'en a que faire. L'Inde existe en tant que nation et civilisation depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les États-Unis existent depuis moins de 250 ans. L'Inde est à la source de courants culturels, religieux, linguistiques qui ont irradié dans le monde entier. L'Inde compte 1,4 milliard
de population, d'habitants. L'Inde est devenue une nation technologique, produit plus d'ingénieurs que les États-Unis. L'Inde a récemment posé un module sur la face cachée de la Lune, a envoyé un engin spatial pour étudier le Soleil. Bref, l'Inde, qui en plus est un pays nucléaire, en gros dit merde à tous les autres et ne veut pas se voir, dans une logique encore une fois néocoloniale, imposer des vues par un Occident qui, elle considère, n'a rien à voir dans ses affaires intérieures. D'ailleurs, l'Inde agit de manière très intéressante comme une véritable nation indépendante gaullienne. Car le fait que Narendra Modi aille à Moscou rencontrer Vladimir Poutine et signer des contrats ne signifie en rien qu'il s'aligne sur la Russie. Non. Narendra Modi continue à commercer et à avoir des échanges stratégiques avec les Américains. D'ailleurs, l'Inde achète des Rafales à la France et nous avons de très très bonnes relations, en particulier sur les ventes d'armement avec ce pays. Non, juste l'Inde est gaullienne. Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et Narendra Modi agit strictement selon cette logique-là. Et donc il ne faut pas s'étonner que l'Inde tente de maximiser ses intérêts. Et puis l'Inde a quand même un différent stratégique important avec les Chines, bien qu'ils soient ensemble dans les BRICS. Et donc l'Inde verrait d'un mauvais œil, et en cela elle est beaucoup moins stupide que les dirigeants occidentaux, elle verrait d'un mauvais œil que la Russie soit totalement inféodée à la Chine. Et donc, elle propose des partenariats stratégiques qui permettent à la Russie de se diversifier et donc de ne pas être nécessairement inféodée et donc nécessairement en soutien à la Chine. Bref, les Indiens font de la géopolitique et en fait, aux grandes dames des dirigeants de Bruxelles, c'est ce que fait Narendra Modi. Alors le problème, c'est que, je disais, la Russie en profite. Donc la Russie en profite car la Russie elle a la main haute également sur le terrain militaire. Et il y a assez peu de chances que la Russie accepte un cessez-le-feu. D'ailleurs, les conditions demandées par la Russie pour un cessez-le-feu ont été formulées clairement par Vladimir Poutine pour qu'il y ait cessez-le-feu et une négociation. Il faut que l'armée ukrainienne se retire de toutes les oblasts conquises par, en tout cas considérées comme russes par la Russie, ce qui implique pour l'armée ukrainienne de se retirer de deux villes, Zaporijjia et Kherson, qu'elle a reconquise à l'armée russe avant son offensive de printemps. Plus que l'Ukraine annonce son souhait d'être un pays neutre et n'entre pas dans l'OTAN. Ça, ce sont les conditions du cessez-le-feu russe. Bien évidemment, cela va totalement à l'encontre du plan de paix, entre guillemets, également, au plan de paix, entre guillemets, comme cessez-le-feu russe, entre guillemets, plan de paix proposé par Volodymyr Zelensky. Plan de paix consiste à ce que la Russie se retire de tous les territoires ukrainiens, y compris de la Crimée, avant de commencer à discuter. Bon. Et qu'en plus l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Bon. On a deux positions totalement irréconciliables pour le moment. Malheureusement, ou heureusement, tout dépend de quel côté on est, mais pour ceux qui sont du côté européen et du côté ukrainien, malheureusement pour l'Ukraine, la guerre qui continue a des conséquences assez lourdes sur la situation en Ukraine, puisque pour le moment, l'Ukraine est en voie d'être défaite. Néanmoins, malgré la position maintenant maximaliste de la Russie, puisque elle a plutôt le contrôle sur la situation, Viktor Orban a déclaré que mon objectif, dit-il, était d'ouvrir des canaux de communication directs et d'entamer un dialogue sur le chemin le plus court vers la paix. Voilà, mission accomplie. À partir de lundi, j'avancerai. Alors, on peut aimer, ne pas aimer Orban, ne pas aimer sa ligne politique, mais en fait, c'est ça le travail. C'est ça le travail d'un dirigeant, c'est ça le travail de membres, de ministres des Affaires étrangères, c'est ça leur boulot. Ça devrait être ça le travail de Blinken, et pas d'être dans une position belliciste. Alors on comprend bien que l'OTAN a toujours fait cela depuis maintenant des décennies, mais faut-il le répéter ? Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la Russie n'est pas la Libye, n'est pas la Serbie,
n'est pas un petit pays, n'est pas l'Irak. Et déjà, ça s'est assez mal passé dans ces pays-là. Ça risque pas de très bien se passer en Russie. Et la Russie est assise sur 6000 têtes nucléaires. En fait, 5800, c'est-à-dire plus de têtes nucléaires que tous les pays nucléaires, OTAN, plus les États-Unis réunis. On comprend bien que cette position de Viktor Orban n'a pas beaucoup plu à Bruxelles, puisque l'Union européenne s'emploie depuis 2 ans à isoler Vladimir Poutine. Donc, le dernier déplacement d'un dirigeant européen avant celui de Viktor Orban à Moscou remonte à avril 2022. Rien depuis. Et pas réellement de coup de fil. Joe Biden n'appelle pas Vladimir Poutine. Enfin, on n'est même pas sûr que Joe Biden, vu sa dernière intervention au sommet de l'OTAN, soit totalement sûr de qui est Trump, qui est Kamala Harris, qui est Volodymyr Zelensky et qui est Vladimir Poutine. Mais bon, ça, c'est à ces médecins de déterminer s'il est apte ou pas à être président des États-Unis et d'une puissance nucléaire. Ça pose quelques problèmes. Mais du côté européen, le message est clair. Madame von der Leyen, la chef de l'Union européenne, présidente de la Commission européenne, a dénoncé toute tentative d'apaisement. Toute tentative d'apaisement. La Maison-Blanche est inquiète, préoccupée. On voit que la Maison-Blanche est préoccupée et Madame von der Leyen, elle, refuse toute forme d'apaisement. Par contre, Madame von der Leyen était pour un soutien inconditionnel à Israël. Donc, on voit un niveau de diplomatie proche du zéro absolu, dans les deux cas, par la Commission européenne et par Madame von der Leyen. Le Conseil européen, le message du Conseil européen est clair. La Russie est l'agresseur, non unprovoked, non provoqué. L'Ukraine est la victime, point barre. Aucune discussion hors de ce cadre-là, sans retrait des troupes de la Russie d'Ukraine. Joseph Borrell, l'actuel ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, a dit que pour le moment la position était d'exclure des contacts officiels entre l'UE et le président Poutine. Ce qui est une position complètement folle. En fait, il y a toujours eu des contacts. Au pire moment de la guerre froide, où l'URSS et les États-Unis s'affrontaient par proxy, que ce soit au Vietnam, en Afghanistan, à Cuba. En fait, il y a toujours eu des canaux de discussion. Ça permet d'éviter une catastrophe, car nous pourrions finir avec une catastrophe nucléaire. C'est complètement délirant de ne pas avoir de canaux de discussion. Le problème n'est pas d'avoir une ligne particulière ou de défendre une position particulière pour l'Ukraine, c'est de dire qu'il n'y a pas de canaux de discussion avec une nation nucléaire. C'est délirant et totalement enfantin, comme le rappelle régulièrement le professeur Jeffrey Sachs. D'ailleurs, pour rappel, Joseph Borrell sera remplacé par l'actuelle première ministre d'Estonie, Madame Kaja Kallas, qui, elle, souhaite carrément le démembrement de la Russie. Donc on n'est vraiment pas dans une logique de diplomatie. Ça sera donc la continuation de la guerre et des sanctions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense ce que l'on veut de Viktor Orban, mais là, on a, par l'Union européenne, un petit glissement totalitaire. Parce que l'Union européenne a également décidé d'ignorer le veto hongrois sur les avoirs russes. Pour le moment, les avoirs russes n'ont pas été saisis sur les banques centrales, quelques 300 milliards d'euros, n'ont pas été envoyés à l'Ukraine. Mais ce qui a été envoyé à l'Ukraine, ce sont les gains qu'aurait obtenu la Russie grâce à cet argent, à savoir 1,4 milliard d'euros qui ont été envoyés à l'Ukraine. Et Joseph Borrell a déclaré que l'unanimité normalement nécessaire pour ce genre de décision n'était pas requise dans ce cas précis. Ex nihilo. Donc peu après avoir décidé d'ignorer le veto hongrois, ce qui normalement est de rigueur, parce que ce sont les règles européennes, a été de transférer 1,4 milliard tiré du gel des avoirs russes, c'est-à-dire les bénéfices qu'aurait pu en retirer la Russie des gels de l'argent qui a été gelé au début du conflit, et de l'envoyer à l'Ukraine. Et Joseph Borrell donc a déclaré que l'unanimité normalement requise dans ce genre de décision en matière de politique extérieure n'était pas requise dans ce cas précis. Hop, comme ça. Hors de tout règlement, dit d'un coup. Puis d'ajouter, puisque la Hongrie n'a pas pris part à la décision, c'était absolu, il n'est pas nécessaire qu'elle participe à la mise en place. Hop.
Donc d'un coup de baguette magique, le droit de veto hongrois disparaît avant même tout changement des traités européens, avant que quoi que ce soit révisé. C'est Arnaud Montebourg qui nous avait prévenu à ce sujet. Il avait dit « Il faut un référendum, sinon ce sera un coup d'État ». Ce qui me permet de vous renvoyer à la tribune que nous avions initiée au Figaro, signée par 50 personnalités, refusant le coup d'État institutionnel qu'est la fédéralisation de l'Union européenne par la suppression du droit de veto. On voit, et on avait dit qu'il se saisirait de moments constitutionnels, que ça se ferait hors des décisions du peuple, hors des traités européens, et on voit, c'est un exemple précis. Alors chacun pourra dire « Ah, gna gna, c'est pour aider l'Ukraine, et tant mieux parce qu'ils aident l'Ukraine ». Mais en général, quand on s'assied sur les institutions, eh ben, tout est possible, et tout est permis, et ce qui a été permis ici contre Viktor Orban, un jour sera peut-être utilisé contre la France, et contre un intérêt particulier que la France voudrait défendre. Donc là, on a vraiment un nouveau glissement totalitaire de l'Union européenne, par-dessus ses propres traités, et bien évidemment, par-dessus les nations qui composent l'Union européenne. L'Arabie saoudite, elle, soutient la Russie, et de manière particulièrement surprenante et dangereuse pour les monnaies de référence que sont le dollar et en particulier l'euro. Puisque suite à cette décision de l'Union européenne de transférer les intérêts des avoirs russes gelés à l'Ukraine, donc le ministre des Finances d'Arabie saoudite a prévenu ses homologues du G7 que toute tentative de transférer les intérêts des avoirs russes gelés serait très mal considérée par l'Arabie saoudite, ce qui était une menace à peine voilée. Les Saoudiens ont spécifiquement mentionné les dettes émises par le Trésor français et donc menacent les réserves que détient leur pays dans les banques centrales, en particulier européennes. Alors les avoirs saoudiens dans les banques françaises ne s'élèvent qu'à quelques dizaines de milliards d'euros. C'est pas quelque chose qui peut faire la différence. Par contre, ça serait un signal assez fort donné par une Arabie saoudite qui est déjà récemment sortie du pétrodollar, c'est-à-dire de l'obligation de commercer, de vendre son pétrole en dollars, rompant un accord vieux de 50 ans qu'elle avait noué avec les États-Unis. Et ce que craint évidemment l'Union européenne, c'est que si l'Arabie saoudite met à exécution ces menaces, que ça fasse effet boule de neige et que d'autres pays se mettent à faire la même chose. Or, je vous rappelle ce dont on avait discuté la semaine dernière, sujet qui n'intéresse personne ici, c'est ce qui se passe en Malaisie. Malaisie qui contrôle le détroit de Malacca. Le Premier ministre Ibrahim Anwar avait très clairement dit que ça suffit, cette domination occidentale, par les réserves de change, par la prééminence du dollar, et qu'il préférait passer en échange sur les monnaies internationales, en échange sur les monnaies nationales, et c'est exactement ce qui se passe, avec, pour rappel, le lancement lors du forum économique de Saint-Pétersbourg, le lancement de la plateforme des BRICS pour échanger en monnaie nationale, donc par-dessus les banques centrales européennes et américaines, et surtout par-dessus le dollar. Alors on ne sait pas si l'Arabie saoudite agit par intérêt personnel ou par soutien à la Russie. Encore une fois, je rappelle que l'Arabie saoudite, lors du sommet des chefs d'État des BRICS, qui se tiendra les 20 et 24 octobre à Kazan en Russie, entrera dans les BRICS, ou alors, si elle le fait, en soutien à Vladimir Poutine. Si c'est le cas, c'est un shift géopolitique totalement majeur pour un des acteurs centraux du Proche-Orient. A contrario, et dans une logique d'escalade, les pays de l'OTAN, eux, préparent des mesures de soutien à long terme à l'Ukraine. Et c'est en prévision d'une éventuelle victoire de Donald Trump. Alors, peu importe si, encore une fois, je le répète, Donald Trump a été celui sous lequel l'armée ukrainienne était le plus armée, qui a cassé les premiers contrats de gazier entre la Pologne
et la Russie qui a permis la construction du gazoduc Norvège-Pologne, et ainsi de suite, qui a cassé les accords sur le nucléaire iranien, qui a permis à ce que qui a décidé unilatéralement que Jérusalem sera la capitale d'Israël, provoquant, entre autres, partiellement le conflit que l'on connaît aujourd'hui à Gaza. Peu importe. Mais considérant que Trump pourrait être un non-allié pour l'Ukraine, le prétexte est pris pour renforcer les relations entre l'OTAN et l'Ukraine. Donc l'OTAN prévoit d'envoyer un haut responsable civil, ce qui n'était pas le cas en Ukraine, qui sera en place pour coordonner la logistique militaire, que l'OTAN souhaite intensifier. Un nouveau centre de commandement va être créé à Wiesbaden, en Allemagne, pour superviser la livraison d'armes et d'équipements, ainsi que l'entraînement des forces armées ukrainiennes. Selon le Wall Street Journal, 700 militaires des États-Unis rejoindront les volontaires d'autres pays de l'OTAN et participeront à l'opération intitulée OTAN, Assistance et formation à la sécurité pour l'Ukraine, qui est pour le moment assez vague et on ne sait pas clairement si ces troupes-là seront disposées en Ukraine elle-même. Ivo Dalder, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, a déclaré que l'Alliance se chargerait désormais d'aider l'Ukraine. Même si les États-Unis réduisent ou suspendent leur soutien, ces efforts se poursuivront. Bon, entre nous, c'est assez étonnant puisque l'OTAN est le bras armé des États-Unis. En Europe, ça serait assez étonnant que l'OTAN puisse agir autrement que selon la volonté du président des États-Unis. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que réellement Donald Trump souhaite abandonner cet outil d'hégémonie sur l'Union européenne. Et il est amusant de constater que ces mesures qui étaient déjà en préparation depuis quelques mois, ont pris un coup d'accélérateur. Et vous savez pourquoi ? Eh bien parce que Joe Biden a fait une très très mauvaise prestation face à Donald Trump lors du débat télévisé, et que les inquiétudes sont très très fortes s'il ne se désiste pas, et puis même s'il se désiste, s'il est remplacé par Kamala Harris, eh bien que finalement Trump l'emporte, et que tout ce qui est mis en préparation ne soit pas exécuté. Or, ce qui a été annoncé au sommet de l'OTAN, car c'est aussi la grande information de cette semaine, c'est que du 9 au 11 juillet s'est tenu le 75e anniversaire du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN, à Washington, et qui a réuni les chefs d'État des pays membres de l'OTAN. Et le moins que l'on puisse dire, constaté même par la presse américaine, c'est que l'OTAN et donc les États-Unis, pour le moment, avec Joe Biden, se sont mis dans une logique d'escalade. Les pays de l'OTAN fourniront 40 milliards d'euros d'aide l'année prochaine, c'est ce qui a été décidé. Il a été déclaré clairement lors de ce sommet de l'OTAN à Washington que la Russie reste la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité du monde. Bon, on est là également très loin de toute option diplomatique. A été décidé qu'augmenterait les dépenses militaires des pays membres de l'OTAN. Pour le moment, en considérant le Canada, il y a une augmentation de 18% des dépenses militaires pour l'année 2024. Également, a été noté pendant ce sommet l'inquiétude des membres de l'OTAN quant à l'approfondissement du partenariat stratégique entre la Fédération de Russie et de la Chine. Je répète, je ne le répéterai jamais assez, c'est très exactement ce que craignait Henry Kissinger, et c'est exactement ce qui se passe. Et encore une fois, comment s'étonner qu'il y ait un rapprochement entre la Russie et la Chine quand on se met en conflit avec les deux, à Taïwan face à la Chine, à l'Ukraine face à la Russie, et qu'en plus on déclenche une guerre commerciale qui a été commencée sous Trump et que l'Union européenne souhaite renforcer, comme on en a parlé juste récemment. Et oui, cela ne peut que renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. D'ailleurs, des troupes chinoises sont venues pour des manœuvres et l'entraînement en Biélorussie. Donc là, on est très 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 au-delà plus que dans le partenariat, on est dans la collaboration franche, et c'est ce qui ressort également de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui s'est elle-même tenue très récemment, et dont on parlera au prochain numéro, car on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Il y a énormément de données à analyser.
Particulièrement inquiétant lors de ce sommet de l'OTAN est l'annonce qui a été faite que, je lis, les actes hybrides agressifs de la Russie pourraient renforcer ses alliés à invoquer l'article 5. L'article 5 de l'OTAN, eh bien, c'est l'entrée en guerre en soutien à un pays qui serait agressé. Et là, ça concerne, quand on parle d'action hybride, eh bien, c'est tout ce qui est hors guerre. Par exemple, des attaques cyber. Chose dont on est pas immédiatement, qui n'apparaissent pas clairement et évidemment aux citoyens, et qui peuvent être leur être juste annoncées comme étant des attaques russes. En tout cas, invoquer l'article 5 face à la Russie dans un sommet de l'OTAN est une escalade claire qui correspond à l'escalade que fait également la Russie. Le problème, encore une fois, c'est que nous ne nous sommes jamais retrouvés dans une situation où, quasi directement, avec l'usage de renseignements satellitaires, de drones et au sol des pays de l'OTAN et dont des États-Unis, on ne s'est jamais été aussi près d'une confrontation concrète et directe entre l'OTAN et la Russie, qui chacun ont plus de 6000 têtes nucléaires, ce qui est évidemment pas une très bonne chose pour la survie de l'humanité. Et l'OTAN nommera donc, comme on l'a dit, un haut représentant à Kiev, et il a été déclaré également que l'avenir de l'Ukraine sera au sein de l'OTAN. Or, la présence de l'Ukraine dans l'OTAN est la cause principale du conflit, donc on ne se dirige vraiment pas vers un arrêt du conflit en Ukraine, puisque là maintenant les choses ont été clairement dites, l'Ukraine entrera dans l'OTAN, la Russie ne veut pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, c'est la base de tous les accords proposés, les 5 accords proposés par la Russie à l'Occident, et ce qui a été déjà dit depuis 2007 lors du célèbre discours de Vladimir Poutine à Munich. Il n'y aura pas d'acceptation par la Russie de l'extension de l'OTAN en Ukraine. Cela veut dire que la Russie poussera, si elle le peut, comme on le prédisait ici, jusqu'au Dniepr au minimum, et en prenant Odessa pour faire de l'Ukraine un État parfaitement affaibli au milieu de l'Europe. Bien évidemment, si les Américains et l'OTAN continuent à pousser, malgré les pertes massives ukrainiennes, à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est qu'il y a toujours l'espoir, que je considère fou, que quelque part, à un moment donné, ce soutien occidental fera s'effondrer quelque chose en Russie et que ça permettra un changement de régime et donc un renouveau en Russie. Bon, objectivement, pour le moment, c'est raté, mais peut-être ont-ils d'autres renseignements qui leur permettent de croire qu'ils y parviendront avec la situation telle qu'elle est. En tout cas, on est clairement dans une escalade de part et d'autre qui n'augure pas d'un retour de la paix sur le continent européen avant très très longtemps. On y reviendra dans un autre épisode, mais les tensions s'accroissent également en Asie. On l'a vu, c'était d'un côté la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, la signature d'un partenariat stratégique qui chamboule totalement la donne géopolitique, en particulier pour la Corée du Sud et le Japon, sa continuation de sa visite et pour nouer des partenariats stratégiques avec le Vietnam, la demande de l'entrée de la Malaisie et de la Thaïlande parmi les BRICS, les manœuvres militaires navales actuelles en touche-touche avec les frontières maritimes du Japon et de Taïwan, d'une double flotte sino-russe. Encore une fois, on est très 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 largement au-delà du partenariat, c'est des manœuvres militaires communes dans une zone à haute tension. Eh bien, qui de la poule ou de l'œuf, en tout cas l'OTAN escalade, puisque l'OTAN vise à créer une sorte d'OTAN asiatique, et pour la 3e année d'affilée depuis 2022, l'OTAN a invité à ce sommet dont on a parlé 4 pays, donc la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. De toute façon, il y avait déjà les accords stratégiques AUKUS. Vous vous souvenez, c'est quand la France s'est fait piquer son marché des sous-marins par les États-Unis, son marché en Australie. Eh bien, c'est l'alliance stratégique Australie,
Royaume-Uni, États-Unis, pour contrer la Chine en Asie. Et c'est le pivot, c'est ce qu'on appelle le pivot pacifique de la géopolitique américaine. Sauf que la géopolitique américaine, par peut-être, selon moi, à son impéritie, se retrouve dans une situation assez compliquée avec un front ouvert, massif en Ukraine qui consomme énormément de matériel militaire et de munitions de l'OTAN, un autre front qui consomme énormément de munitions et qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est celui de la guerre à Gaza et la volonté désespérée de Netanyahou de rouvrir un front au nord avec le Liban, qui pour le moment Anthony Blinken a réussi à freiner, et c'est une potentielle guerre ou un conflit d'autre intensité avec la Chine sur Taïwan. Les États-Unis ont également poussé leur avantage en renforçant leur coopération et l'ouverture de nouvelles bases militaires aux Philippines. On voit qu'on est dans une logique de pré-14-18, c'est-à-dire une logique de renforcement des alliances militaires des uns et des autres, et de montée en tension. Sauf qu'en 14-18, personne n'avait d'armes nucléaires. Alors je réagis ici à quelque chose qui, moi, personnellement, me choque considérablement, car dans ce conflit en Ukraine, on est censé, in fine, paraît-il, défendre les valeurs européennes. Or, on voit, pour ceux qui suivent le conflit, énormément de petites vidéos émises par les services ukrainiens, que ce soit le SBU ou les services douaniers ukrainiens, d'hommes, plus ou moins jeunes, capturés, tentant de traverser des rivières ou la frontière avec la Pologne, avec la Roumanie, avec la Moldavie, pour fuir bien la conscription. En général, la conséquence est assez mauvaise pour eux, puisqu'ils sont envoyés dans des unités de combat et de première ligne. Mais il s'agit d'un drainage du pays, l'Ukraine, qui est colossal. C'est-à-dire qu'on a plus de 1 million d'hommes en âge d'être conscrits ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine. Les désertions sont assez nombreuses, les non-retours au front sont assez nombreux, et les tentatives de quitter le pays, soit par la corruption, soit par l'évasion d'une manière ou d'une autre, par ceux qui n'ont pas les moyens de corrompre des services en charge de la conscription en Ukraine, se font de plus en plus nombreux, et également de plus en plus nombreux ceux qui sont arrêtés. Alors on peut les comprendre, puisque l'Ukraine a perdu entre 500 et 600 000 hommes, maintenant, puisque c'est confirmé par les généraux ukrainiens eux-mêmes. On peut supposer, on ne va pas faire le ratio de x3, mais on va faire le ratio de x2, qu'il y a au moins 1 million d'Ukrainiens qui sont définitivement mis hors de combat, car gravement blessés, c'est-à-dire amputés ou trop blessés pour pouvoir reprendre les armes, que le taux de perte journalier est entre 1000 à 1500 hommes. On est dans une guerre d'une violence évidemment sans nom, qui n'a de rapport que la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale en nombre de pertes sur un seul front donné. Et donc, on peut considérer que c'est bien normal que certains êtres humains décident de ne pas aller à la guerre. Il y avait une célèbre chanson que moi, on m'avait appris en collège, en France évidemment, une chanson de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. C'était le refus de participer à la guerre d'Algérie. Et bien évidemment, dans un mouvement pacifiste, le refus antimilitariste, très très européen, tout ça paraît assez normal. Mais c'est un peu comme le concept de nation. Alors, le concept de nation en France, c'est pas bien, mais c'est bien pour les autres. C'est bien pour l'Ukraine, par exemple. Et ce qui semblerait, pensons bien à ça, complètement délirant ici, ailleurs, que soient arrêtés des gens qui refusent le combat, qui veulent vivre, tout simplement, fuir, être réfugiés, partir ailleurs, en Europe, pour vivre une autre vie et ne pas être forcés à aller à la guerre, eh bien, est considéré comme parfaitement normal. Et non seulement c'est considéré comme parfaitement normal, mais en rupture totale avec les supposées valeurs européennes, certains souhaiteraient que les réfugiés hommes ukrainiens en âge de se battre soient renvoyés des pays européens où ils se trouvent et où ils sont réfugiés en Ukraine. Imagine-t-on un seul instant renvoyer les hommes qui fuyaient la Syrie
en Syrie pour qu'ils combattent. Bon, évidemment, ça serait immédiatement à toller, ça serait inacceptable. Mais là, ce qui était inacceptable à un moment donné semble acceptable. Et c'est particulièrement choquant. Donc voilà, à chacun de juger s'il est légitime de capturer des Ukrainiens et de les renvoyer au combat dans une guerre d'attrition que mène la Russie avec une violence sans précédent, si ce n'est celui de la Deuxième Guerre mondiale. Non préparés, mal entraînés, mal armés, ayant peu de munitions. On peut considérer que la victoire de l'Ukraine vaut tous les sacrifices, y compris ceux de nos valeurs, mais ça va être très très difficile d'expliquer, de légitimer le fait qu'on capture quelqu'un qui ne veuille pas combattre en Ukraine. Et des raisons, il y en a plein. Vous pouvez être objecteur de conscience. Ça existe aussi en Ukraine, hein. Il n'y a pas qu'en France. En Allemagne, des gens qui refusent de servir l'armée, parce que vous avez des gens qui croient, ils sont très très croyants. Il y en avait par exemple, on a célébré récemment le jour J, j'ai toujours été marqué par ce combattant américain qui refusait de porter les armes, mais qui a eu tout le courage, a fait toute la guerre. Bon, lui, il a fait la guerre, mais en tant que soignant. Mais certains ne veulent pas porter les armes, pour des raisons religieuses. C'est leur droit en tant qu'individu, et on défend les individus, normalement, en Occident et en Europe. D'autres sont à moitié russes. Ah oui, parce que je sais bien que l'image du conflit, c'est l'affrontement entre deux pays totalement différents. Mais non, la réalité n'est pas celle-là. Beaucoup d'Ukrainiens sont à moitié russes, comme je crois que c'est entre 10 et 11 millions de Russes sont à moitié ukrainiens, ou au quart, ou enfin bref, des populations très très mélangées, et certains n'ont pas envie ont un parent qui est de l'autre côté, une mère qui est là, ou l'inverse, et n'ont pas envie de participer à un conflit qui a des caractéristiques d'une guerre civile, d'un conflit fratricide. Et puis quand bien même ils auraient tort, c'est un choix humain. Or, ça serait très 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 étonnant de soutenir, probablement c'est ce qu'on fait, de soutenir le fait que l'on capture des gens pour les forcer à aller à un combat auquel ils ne veulent pas participer. Voilà, c'est une réflexion quasiment philosophique pour le bac. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé ce que nous faisons et si vous êtes resté jusque-là, eh bien j'imagine que c'est le cas. Donc n'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas fait, de commenter, de partager. Encore une fois, merci pour nous avoir permis de franchir la barre des 30 000 abonnés. On va vers la barre des 50 000. Et pour aller à la barre des 50 000, partagez. Et puis, vous pouvez nous aider, si vous ne l'avez pas encore fait, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo pour nous faire un petit don. En vous remerciant par avance, à très bientôt.